conférence de sa présidente, Oulimata Sarr. Le public en service en quête de modernité, validation de la stratégie nationale de formation continue des agents publics, un tournant clé pour la fonction publique. Le ministre promet des agents plus performants, adaptés aux enjeux contemporains et aux besoins des citoyens. L'État s'engage dans une réforme profonde pour un service public à la hauteur des attentes. Dans cette édition, nous parlons également de la taxe qui enflamme le secteur médical. Une imposition de 10% sur les revenus des médecins privés crée la polémique dans le secteur de la santé. Si certains dénoncent une injustice, d'autres y voient une opportunité de réviser les tarifs jugés archaïques. Un débat crucial pour l'avenir de la médecine privée entre fiscalité et réforme. Et enfin, les travailleurs à l'assaut de la ZLECAf. La CNTS réclame une place de choix pour les travailleurs dans la zone de libre-échange continentale africaine. Mame Diarra Bousso Ndiaye alerte sur l'importance d'intégrer ces acteurs pour maximiser les retombées économiques. Une marche symbolique pour rappeler que le développement économique ne peut se faire sans ses artisans. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous. Le rapport 2023 de l'ITIE présenté ce jour par la présidente du CNITIE, Oulimata Sarr, révèle une hausse spectaculaire des revenus du secteur extractif atteignant 380,3 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 102,67% par rapport à 2022. 91,10% de ces revenus ont été affectés au budget de l'État. C'est un compte rendu signé Mamadou Kanté. Si lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, les mots transparence, gouvernance et ressources naturelles font partie des plus prononcés, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal donne corps à cette volonté. Elle a publié son 11e rapport comptant pour l'année 2023. Le total des revenus générés par le secteur extractif a augmenté, passant de 275 milliards en 2022 à 380 milliards, y compris les paiements sociaux et environnementaux, en 2023, soit une hausse de 102 milliards de francs CFA. Une augmentation qui s'explique grâce aux redressements fiscaux, la hausse de l'impôt sur les sociétés et les dividendes versés à l'État. Ces revenus ont été affectés à 91% au budget de l'État. En somme, la contribution du secteur extractif a conduit à une hausse de 4,72% du produit intérieur brut du Sénégal et a contribué à 9,40% des recettes de l'État en 2023. Le rapport révèle aussi une progression des proportions de parts de marché captées par les entreprises locales. Le volume de transactions effectuées par les entreprises du secteur extractif avec des fournisseurs étrangers et locaux se chiffre à 1967 milliards de francs CFA, dont 906 milliards captés par les entreprises sénégalaises, soit 46% du contenu local. Mais aussi des emplois qui ont été générés dans les entreprises extractives. En 2023, 8523 personnes ont été employées par les 26 entreprises incluses dans le périmètre de l'ITIE. Les dépenses environnementales reportées par les sociétés ont atteint quant à elles plus de 9 milliards au titre de l'année 2023. La société civile salue les efforts de transparence. Selon Papa Farah Diallo, représentant du Collège de la société civile, le Sénégal franchit progressivement les étapes pour renforcer la transparence dans les industries extractives. Il a salué les avancées, notamment la publication plus régulière des rapports de l'ITIE, qui est ainsi une vieille doléance. Et je dois le dire pour m'en réjouir, que progressivement l'ensemble de ces défis sont en train d'être relevés et c'est le sens du travail et de l'engagement de la société civile au sein du groupe multipartite.
Le premier défi, c'est le défi de la régularité dans la publication du rapport ITIE. Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, depuis l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, cela va faire bientôt 11 ans, le Sénégal fait partie des rares pays qui publient régulièrement ces rapports. Et ça, c'est quelque chose qui est à saluer. Parfois, ce n'est pas facile, c'est très difficile parfois, mais avec la collaboration des entreprises du secteur extractif, avec la collaboration des administrations publiques, notamment les régies financières et les ministères sectoriels pertinents, nous avons la possibilité au sein du groupe multipartite de recevoir les données à temps pour pouvoir rendre public le rapport. La gestion des 5 milliards de francs CFA pour les victimes des manifestations politiques suscite des controverses alors que 1875 bénéficiaires ont été recensés. Les accusations pointent un favoritisme envers des militants du PASTEF. Entre eux déjà, 120 millions de francs CFA auraient été distribués à des militants du PASTEF. Voyons tout cela avec Papa Ndakaya. Depuis quelques jours, une polémique a surgi sur les réseaux sociaux à propos de l'attribution et la répartition des fonds alloués aux personnes considérées comme des victimes des événements de 2021 à 2024. Pourtant, un arrêté ministériel en date du 30 juillet 2024 fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale. Il est créé au sein du ministère en charge des solidarités, un comité multisectoriel devant proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période allant du 1er février 2021 au 25 février 2024. Le comité est également composé d'un représentant du Premier ministre Ousmane Sonko et de représentants de plusieurs autres ministères. Leur mission, statuer sur les bases juridiques et administratives de l'assistance à fournir, définir les conditions et critères d'identification des ex-détenus et autres victimes bénéficiaires de l'assistance, dresser une liste définitive, établir une base de données des personnes concernées et leurs profils et de trouver des mécanismes de mobilisation des ressources financières. Alors que le gouvernement a annoncé une enveloppe de 5 milliards de francs CFA comprise dans la loi de finances rectificative votée à l'Assemblée nationale, des soupçons de favoritisme subsistent à l'égard des militants de PASTEF. Jusque-là, le montant devant être alloué à chaque victime n'a jamais été rendu officiellement public. Des faits qui entachent toute transparence dans la gestion de ces fonds. Une nouvelle ère pour la fonction publique. Le ministre a présidé ce lundi la validation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. Cet outil ambitionne de moderniser le service public et d'adapter les agents aux mutations actuelles. C'est un compte rendu signé Kader Sissi. Validation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État, une première au Sénégal. Un instrument de pilotage mis en place par le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public qui entre dans le cadre du vaste chantier de modernisation de la fonction publique initié par les nouvelles autorités. Aujourd'hui, en procédant à cette validation, c'est que nous venons de marquer un pas important dans la gestion des ressources humaines de l'État, puisqu'il faut assurer la formation continue, qui est d'ailleurs un droit bien marqué dans la loi portant statut général des fonctionnaires. À en croire le ministre, face à l'avancée des nouvelles technologies ainsi qu'à la mutation permanente du monde, une réactualisation des compétences des agents de la fonction publique devient une nécessité. Au-delà de la formation fondamentale que les agents de l'État reçoivent au niveau des écoles, le monde bouge et surtout l'évolution technologique que nous connaissons nous tous. Donc il faudrait bien qu'on entretienne les agents de l'État au fur et à mesure pour qu'ils soient au fait de tout ce qui se fait dans le monde et avoir les outils nécessaires pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Ainsi, la validation de cette nouvelle stratégie n'est que le début d'un long processus de modernisation du secteur déjà enclenché. Après ce lancement, nous allons procéder d'abord à l'installation au plan sectoriel de cette stratégie, définir un plan d'action et un cadre de mesures qui nous permettra chaque année de voir quelles sont les formations qu'il faudra mettre à la disposition donc, des fonctionnaires de l'État.
À travers cette stratégie de formation continue, des résultats positifs sont attendus dans la gestion de l'État, de l'administration publique, des professionnels actifs à un poste donné, ainsi que leur plan de carrière, et dans le partenariat technique et financier. Toujours sur l'actualité, crise chez Royal Air Maroc, licenciement abusif, salaire insuffisant, ségrégation raciale, telles sont les accusations portées par des travailleurs sénégalais contre Royal Air Maroc. Face à la gestion jugée opaque du nouveau directeur, ses employés ont organisé un sit-in au siège de la compagnie, bloquant ses activités depuis ce matin. Regardez. Il y a un manque de respect significatif entre les clients et le personnel de l'aéroport, visé par la compagnie de Royal Air Maroc qui gagne tout au Sénégal. Souvent, les vols sont retardés. Pour nous indemniser, c'est tout un problème. Les indemnisations en cas de retard de vol, c'est tout un problème. Les bons de transport de remboursement en espèces, n'en parlons même pas. C'est impensable. Parfois, on a 1 an, de le rembourser. On avait fait des processus d'accompagnement avec eux, mais ils n'ont pas accompli ça avec le directeur. Donc nous faisons aujourd'hui un appel de toutes les autorités sénégalaises. Nous paralyserons toutes les activités de Royal Air Maroc jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Nous réclamons également le réembauchement de nos chefs d'escale injustement licenciés. Parce que c'est un chef d'escale, nous devons changer tous les 2 ans. Licenciés en 2021, les travailleurs du King Fahd Palace réclament leur réintégration immédiate. Face à la presse cet après-midi, ils rejettent le motif économique avancé par le PDG Mamadou Rassinsi. Une lutte acharnée pour retrouver leur poste malgré les justifications de l'entreprise. Énième cri de cœur. Travailleurs réintégrés. Ils ont encore une fois fait part de la situation dans laquelle ils se trouvent. Depuis plus de 4 ans, ces mères et pères de famille qui travaillaient au King Fahd Palace avant d'être licenciés lors de la crise sanitaire se battent pour leur réintégration dans la boîte. C'est avec beaucoup d'amertume que je reviens ici devant le King Fahd Palace pour parler de ça parce que il n'y a pas de mots, c'est inimaginable, c'est inadmissible, je trouve c'est impossible, c'est pas possible. Ça a causé beaucoup de préjudice dans les familles, dans les foyers, les enfants. Imaginez seulement un peu, mettez-vous à notre place. Ils dénoncent un licenciement illégal et attendent leur réintégration depuis la fin de la pandémie. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'un nouveau régime, ils gardent un espoir, sauf que l'attente commence à être longue, selon Guy-Marie Sagna, député de la majorité venue leur apporter soutien. J'interpelle à nouveau le ministre du Tourisme pour qu'il réintègre ces travailleurs dans leurs droits, mais aussi pour que la société hôtelière africaine et Rassinsi quitte le King Fahd Palace. Il doit partir. S'il ne part pas, ça veut dire que le ministre du Tourisme le protège comme la gendarmerie aujourd'hui est venue protéger Rassinsi, et cela nous le dénonçons énergiquement et nous n'allons pas nous en tenir à ça. Mamadou Rassinsi, qui a pris la direction générale de ce patrimoine national en décembre 2011, avait promis en 2021 la réintégration des 76 licenciés dès que la situation serait revenue à la normale. Mais 3 ans après, ces travailleurs attendent toujours la concrétisation de cette promesse. Djibril Diallo, 649 maîtres d'anglais laissés pour compte depuis 1 an. Ces enseignants chargés d'initier les élèves à l'anglais n'ont perçu aucune indemnité. Eh bien, ces professionnels appellent le ministère de l'Éducation nationale à agir rapidement pour résoudre cette situation économique. Parce qu'on ne peut pas enseigner l'anglais sans autant être indemnisé. Parce que c'est une surcharge de plus. Et alors, nous nous sommes dit que donc, il faut au moins qu'ils nous indemnisent pour qu'on puisse dérouler les cours normalement. Parce que ça demande des moyens, ça demande des recherches, ça demande des fiches à préparer. Donc, c'est notre travail de surplus. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, pour au moins qu'ils nous écoutent, qu'ils nous se voient au moins pour nous. Dans le meilleur des cas aussi, qu'ils nous spécialisent. C'est-à-dire que nous allons enseigner seulement l'anglais, comme ça nous concentrer spécialement sur l'anglais pour pouvoir réussir ce projet. Parce qu'on y tient. On tient à ce projet, on tient à cette langue qui est une langue d'ouverture, une langue de tout. Donc, c'est pourquoi on est là, pour au moins qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent dans cette alliance, et pour qu'ils sachent que
cette année-ci, on va être indemnisé. À l'année prochaine, qu'on soit spécialisé, qu'on puisse au moins apprendre à enseigner l'anglais seulement à l'élémentaire et au préscolaire. Ce qu'on a décidé de faire, c'est clair. On ne va pas enseigner l'anglais. Soit ils nous reçoivent, ils nous disent quelque chose de clair, soit on ne va pas réussir l'anglais. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Même sur les formations aussi, il y a eu des problèmes. Et puis les enseignants réclament leur place dans la ZLECAf. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a organisé une marche pour interpeller les autorités sur l'importance d'intégrer pleinement les travailleurs dans la zone de libre-échange continentale africaine, selon Mame Diarra Bousso Ndiaye, point focal de la ZLECAf à la CNTS. Cette inclusion est cruciale pour tirer parti des opportunités économiques. Nous l'écoutons. Nous voulons quand même qu'on intègre les syndicats, les centrales syndicats et les syndicats donc, dans la vie de la ZLECAf. Parce qu'on a toujours été oubliés. Nous sommes de la société civile, mais à chaque fois que l'État implique les acteurs, ils oublient les acteurs syndicaux. Et nous sommes incontournables pour la lutte, pour booster en tout cas les travailleurs et l'économie au niveau africain. Notre mission, tout d'abord, sensibiliser les masses, sensibiliser les populations pour qu'ils puissent quand même s'approprier de la ZLECAf. Et nous parlons de ces défis à relever dans les entreprises sénégalaises. Bien que ces entreprises progressent sur le marché local, elles doivent encore faire pour contribuer au développement du contenu local. C'est ce qu'a souligné Ousmane Mbaye. Il est le président de la Chambre des mines. Le secteur privé national, l'un des principaux acteurs dans la mise en phase du projet Sénégal Vision 2050, est appelé à s'impliquer davantage dans le développement du contenu local, à travers la création de nouvelles opportunités dans la valorisation de nos ressources minérales. Mesdames et messieurs, dans la même dynamique, sachant que la communication ouverte avec les acteurs est la clé de voûte du développement des achats locaux, la Chambre des mines du Sénégal est engagée pour le développement des opportunités d'achat locaux, des compagnies minières et la mise en place des moyens de promouvoir le développement du contenu local. Je vous l'annoncer en titre, une nouvelle taxe divise les médecins privés. La récente décision de prélever 10% des revenus des prestataires de soins privés provoque des réactions partagées. Si certains dénoncent une mesure injuste, le président du syndicat des médecins privés appelle au-delà de cette imposition à une réforme en profondeur du secteur, notamment sur les tarifs obsolètes des soins. De 5% de prélèvement de leurs revenus par les cliniques comme avance sur impôt, les prestataires de soins dans le privé vont maintenant payer systématiquement 10% de leurs revenus au service des impôts. En faisant maintenant systématiquement, les cliniques, au moment de payer les prestataires, vont retenir 10%. Et ce 10%-là, ce n'est pas une avance sur impôt, c'est un impôt. C'est un impôt définitif. C'est pour ça qu'ils l'appellent impôt libératoire. Ça veut dire que ça libère le prestataire d'une déclaration future. Donc, une fois que moi je suis coupé, à la fin de l'année, je ne fais pas de déclaration sur mes activités médicales. Donc, c'est fini. Cette mesure qui oblige les prestataires de soins dans le privé de s'acquitter de leurs impôts n'est pas certes à jeter à la poubelle. Mais pour le syndicat des médecins privés du Sénégal, les priorités du secteur sont ailleurs. Je trouve que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas notre demande. C'est la demande des impôts pour régler leurs problèmes. Nous, notre problème, c'est le taux que nous trouvons élevé. C'est l'absence d'exonération sur les équipements médicaux, c'est la surtaxation qui fait que nous ne pouvons pas être assez productifs pour que nos cliniques puissent survivre. L'électricité, c'est un problème, ça coûte très cher, même pour une clinique, c'est des millions que tu payes par mois. Les taxes, etc., tout ça là, nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse réunir autour d'une table pour en discuter.
Le service des impôts pourra maintenant recouvrer le manque à gagner en termes de recettes du côté du secteur privé de la santé. Par ailleurs, le syndicat des médecins privés du Sénégal appelle l'État à revoir les coûts de prestations qui leur sont imposés, qui sont devenus obsolètes. Le syndicat des médecins privés du Sénégal redonne le sourire aux enfants de l'hôpital Albert Royer de Fann. En Noël, plein d'espoir pour ces enfants hospitalisés, des cadeaux et des moments de bonheur portés par l'engagement du docteur Abdou Kane Diop et de ses collègues en appel à l'empathie et à la solidarité pour ces jeunes patients en cette fin d'année festive. Il disait que tous les adultes de ce pays doivent comprendre que tous les enfants de ce pays sont leurs enfants, sont leurs neveux, leurs neveux, nièces, etc. Donc nous devons, à chaque fois que c'est possible, de penser à ces enfants, de voir s'ils sont heureux, s'ils sont en bonne santé. Nous nous occupons de santé, mais au-delà de la santé, on nous a appris ce que c'est que l'empathie, qui est la base même de la médecine. L'empathie, et dans notre culture, on nous parle toujours de yermande, d'imbalante, et donc c'est dans ce sens-là que nous sommes venus voir ces enfants qui sont hospitalisés, qui sont malades et qui n'ont pas pu profiter des fêtes de Noël et de fin d'année pour leur apporter un peu de réconfort, un peu de joie dans la mesure de nos possibilités. Drame à Séville, un Sénégalais perd la vie. Mamara Bahoum, marchand ambulant âgé de 43 ans, s'est noyé en tentant d'échapper à une patrouille de police en Espagne. Ce drame survenu à Séville rallonge la liste des Sénégalais décédés tragiquement à l'étranger en 2024. Un appel urgent à la protection et à la dignité des migrants sénégalais dans le monde. Un Sénégalais est décédé par noyade ce dimanche en Espagne après s'être jeté dans un fleuve. Les faits se sont déroulés à Séville alors que la victime tentait d'échapper à la patrouille de la police locale chargée de surveiller la zone dans le cadre du dispositif spécial de Noël. La victime répond au nom de Mamour Bahoum et est âgée de 43 ans. L'autopsie de son corps a confirmé une mort par asphyxie selon des informations fournies par la mairie de Séville. À la suite de ce drame, la communauté sénégalaise vivant à Séville est sortie pour exprimer sa colère face à l'intervention policière. Le décès de Mamour Bahoum porte à 23 le nombre de Sénégalais morts à l'étranger dans des conditions tragiques durant l'année 2024. L'organisation Horizon Sans Frontières avait publié une liste de ressortissants sénégalais ayant trouvé la mort dans des circonstances suspectes. Boubacar Seye, président de la dite organisation, avait d'ailleurs alerté sur la situation après le décès de la 22e victime, Pape Faye, originaire de Kaolack, tué par balle le 19 décembre dernier au Mali. Consultant et chercheur en migration, Boubacar Seye appelle les autorités sénégalaises à prendre en compte cette situation pour mieux garantir la sécurité des Sénégalais vivant à l'étranger. Et pour terminer, au Kenya, manifestation contre des disparitions inquiétantes. Des manifestants protestent contre une vague d'enlèvements ciblant de jeunes opposants politiques. Les forces de l'ordre sont accusées d'être responsables de ces disparitions. Le président William Ruto, sous pression, a promis des mesures pour y mettre fin, tandis que des ONG dénoncent la persistance de ces pratiques, une situation qui continue de secouer le pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci d'avoir été avec nous à 21h. Ne ratez pas votre émission Cette politique. Onda Ndiaye reçoit professeur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement. Passez d'agréables moments en compagnie de notre programme. Au revoir.